Le 13 avril 1919, la garde à vue de Landru est terminée. Celui-ci est resté muet, il n'a rien avoué. Il proteste au contraire de son innocence. Il a refusé de signer le procès-verbal de son interrogatoire, comme il refusera d'ailleurs de signer, les uns après les autres, les dizaines de procès-verbaux qui seront dressés tout au long de cette instruction. Enchaîné, il est conduit au palais de justice de Mantes, dont relève la commune de Grand-Bay, où il est vraisemblable que celui que l'opinion publique va bientôt commencer à surnommer le Barbe-Bleue de Grand-Bay a commis ses forfaits. Au palais de justice, il est introduit dans le cabinet du juge d'instruction Gabriel Bonin. Celui-ci ouvre une instruction judiciaire et Landru est emprisonné à la maison d'arrêt de Mantes. Commence alors une longue, une patiente enquête qui va durer 2 ans. 2 ans bien remplis. Des centaines d'auditions, de fouilles, de perquisitions, d'expertises qui vont tenter de déterminer où et comment Landru a assassiné et fait disparaître ses victimes. Rien n'est épargné pour découvrir la vérité et la moindre piste, la moindre dénonciation, même la plus fantaisiste, fait l'objet d'une enquête approfondie. En tout, ce sont plus de 5000 pièces qui vont figurer au dossier. Les policiers puis le juge d'instruction découvrent dans les papiers de Landru, qui ont été saisis à son domicile, un grand nombre de documents qui vont permettre de reconstituer patiemment la façon dont il procédait. Il faisait simplement paraître des petites annonces dans la rubrique rencontres de divers journaux, sous au moins une dizaine de pseudonymes différents. En plus de Frémiet, il y a Dupont et Guillet, que nous connaissons déjà. Il se fait appeler également Desjardins, Prunier, Pérez, Dumont ou encore Maurice. Et c'est sous ces différents noms qu'il fait paraître ces petites annonces matrimoniales. L'Écho de Paris du 16 mars 1915. Monsieur, réfugié, 45 ans, ayant bonne profession et économie, épouserait dame, situation en rapport. Frémiet, bureau numéro 28. Le journal, 12 juin 1915. Monsieur, 47 ans, ayant satisfait à ses obligations militaires, 4000 francs et économie, alors s'établir dans jolie colonie saine, désire connaître pour mariage, dame, âge et situation même modeste si seule, qui consent à le suivre. Proposition très sérieuse. Agence et intermédiaire s'abstenir. Référence G200. L'Écho de Paris, la presse et le journal semblent être ses terrains de chasse favoris. Et puisque Landru garde tout, note tout, il a conservé non seulement les petites annonces, mais également les factures de parution, les lettres qu'il reçoit, les copies de ses réponses, et tout ça est classé méthodiquement dans différents dossiers. Répondre poste restante. À répondre de suite. Archives. Sans réponse poste restante, initiale. Intéressante sans indication R, sans doute de revenus, etc., etc. Et tout ça est accompagné d'un carnet dans lequel Landru a consigné non seulement leurs noms et leurs adresses, mais les défauts physiques et moraux de ses correspondantes, leur situation de famille, leur état de fortune. Et apparemment, puisque le nombre de réponses lui semble insuffisant, il s'adresse aussi à un certain nombre d'agences matrimoniales. Et là aussi, il garde les factures. En tout, ce sont 283 femmes avec qui Landru a été en contact entre 1915 et 1919. On imagine qu'il était fort occupé par cette activité à temps complet. Par exemple, dans son petit carnet, le 19 mai 1915, il a rendez-vous avec 7 femmes différentes. Et parmi ces 283 femmes, 169 avaient donné leur nom et leur adresse à Landru, et elles ont été retrouvées interrogées par les enquêteurs. Monsieur le juge d'instruction les cite d'ailleurs toutes dans son rapport. Et il ressort de ces interrogatoires que plusieurs femmes se souviennent parfaitement de l'insistance avec laquelle Landru a tenté de se renseigner non seulement sur leur état de fortune, mais aussi si elles ont des parents, des proches, des enfants.
situation rapporte 5 000 francs, plus 20 000 francs d'économie. Cela, Landru la reverra. À manger son héritage. Cela, on archive. Rigide, légale, parle toujours frère avocat, très méfiante. Avoir inexistant. Alors celle-là, on archive également. À sa mère, à sa charge, on archive. Et le juge d'instruction remarque que les femmes qui ont surtout retenu l'attention de Landru sont non seulement celles qui possèdent un petit avoir, comme on dit à l'époque, mais en plus, celles qui ont peu ou pas de parents proches. Mais sur les 283 femmes qui figurent dans le répertoire de Landru, 10 d'entre elles intéressent particulièrement les enquêteurs et le juge d'instruction. Ce sont celles dont on connaît l'identité, mais qui n'ont jamais été retrouvées. Naturellement, on commence par travailler sur la disparition d'Anna Colombe et de Célestine Buisson, les deux femmes sur l'absence desquelles l'inspecteur Belin a commencé par enquêter. Mais rapidement, le juge d'instruction ajoute 9 autres victimes potentielles de Landru à sa liste. 11 noms, 11 disparus. En plus de ces 10 femmes, car il y a aussi un jeune homme, le fils de l'une d'entre elles. Il s'agit de Jeanne Cuchet et de son fils André. Il semble que Landru ait rencontré Madame Cuchet au jardin du Luxembourg et qu'ils aient noué une relation. Elle et son fils disparaissent en janvier ou février 1915 à Vernouillet, car Landru n'a loué la maison de Gambet qu'un peu plus tard. Ce sont sans doute les premières victimes de celui que la presse va bientôt surnommer le Barbe Bleue de Gambet. En juin ou juillet, c'est au tour de Thérèse Labordeline qui disparaît sans laisser de traces, suivie de Marie Guillain entre août et octobre, et de Bertha Naéon en décembre. Apparemment, les disparitions s'arrêtent environ un an, pour reprendre en décembre 1916 avec Anna Colombe, l'une des deux disparues par lesquelles a commencé cette histoire. André Bablet suit en mars ou en avril 1917, Célestine Buisson en septembre, Louise Jaume en décembre. Et enfin, les deux dernières victimes recensées sont Anne-Marie Pascal en avril 1918 et Marie-Thérèse Marchadier en janvier 19. À chaque fois, le procédé est le même. Landru emmène sa victime à Gambet. À chaque fois, il prend 2 billets aller, mais un seul retour, ce qu'il note d'ailleurs consciencieusement dans son petit carnet. À chaque fois, il achète plusieurs centaines de kilos de charbon. À chaque fois, il rentre seul à Paris, tandis qu'une épaisse fumée noire s'échappe de la cheminée de la maison pendant plusieurs heures après son départ. Chose curieuse, s'il y a 11 disparus, les enquêteurs ne retrouvent aucun cadavre. Et c'est là-dessus que compte Landru pour échapper à la peine capitale. Pour lui, pas de corps, pas de peine de mort. Effectivement, les enquêteurs ne retrouveront jamais les corps des disparus. Tout au plus trouvent-ils quelques restes calcinés, soit dans la fameuse petite cuisinière achetée par Landru, soit dans un tas de cendres dissimulées derrière la maison dans un hangar. Le docteur Paul, médecin légiste et expert scientifique de l'enquête, découvre des fragments d'os, dont certains se révèlent être des restes de crânes humains, ainsi que quelques os des mains et des pieds, le tout fortement calciné. En tout, ce sont 295 fragments d'os humains qui sont récoltés par l'expert. Il se fait aider par son collègue, le professeur Anthony, du musée d'histoire naturelle, et au bout de 2 mois de patients efforts, ils ont pu identifier les restes de 3 crânes différents, de 6 mains et de 5 pieds. Ils aboutissent donc logiquement à la conclusion qu'il s'agit des restes d'au moins 3 personnes. En outre, ils ont également recueilli 47 dents humaines entières ou cassées, mais aussi des baleines de corset, des épingles à cheveux, des boutons, des agrafes de jartelle, etc. La science de l'époque ne permet pas d'aller encore plus loin et d'identifier formellement les restes humains trouvés à Gambet.
En effet, l'ADN ne sera découvert que plus de 60 ans plus tard. En l'absence de preuves, l'hypothèse de M. Benin, le juge d'instruction, est que Landru a assassiné les disparus. Il les a assassinés d'une façon qui n'a jamais été élucidée. Les a-t-il étranglés? Les a-t-il empoisonnés? Nous ne le saurons sans doute jamais. Il aurait ensuite découpé les corps en morceaux dans le sous-sol de sa maison de Gambais. On a retrouvé d'ailleurs les factures d'un grand nombre de scies dans ses papiers. Il aurait ensuite brûlé les têtes, les pieds et les mains qu'il pensait être les parties du corps humain les plus identifiables. Il se serait débarrassé du reste des corps en les jetant dans les étangs des environs. Car en effet, aucune trace du reste des corps n'a été retrouvée, comme je vous le disais. Malgré tous les efforts déployés, le jardin et les alentours de la villa ont été consciencieusement fouillés. La villa de Vernouillet, dans laquelle Landru a probablement fait disparaître ses premières victimes, Madame Cuchet et son fils, est elle aussi consciencieusement fouillée. Bref, toutes les pistes possibles ont été explorées, mais en vain. À l'exception des restes d'os de crâne, de mains et de pieds, on n'a jamais retrouvé de traces des corps eux-mêmes. Et Landru a beau jeu de dire que ces ossements ne prouvent rien, qu'ils sont peut-être très anciens, et qu'en absence de corps, on ne peut pas l'accuser d'avoir assassiné les disparus. Et quand on lui demande où ces femmes sont passées, il répond sentencieusement qu'il y a entre elle et lui un secret qu'il ne peut pas dévoiler. Il n'y a pas de corps, effectivement, mais en revanche, il y a de très fortes présomptions sur ce qui s'est passé. Plusieurs habitants des environs ont en effet vu un petit homme arrêter sa camionnette près des étangs et des carrières de la région, en retirer de lourds paquets et les jeter dans l'eau, comme ici Madame Mauguin à l'étang des Bruyères. Le juge d'instruction et les enquêteurs ont entendu tous ces témoins, qui tous, sans identifier formellement l'inconnu qui se débarrassait ainsi des choses encombrantes, laissent quand même entendre qu'il ressemblait beaucoup à Landru. M. Benin clôt son instruction le 18 août 1920. Il envoie maintenant son dossier à la chambre d'instruction. La chambre d'instruction, c'est une juridiction de la cour d'appel qui est chargée de vérifier si, oui ou non, le dossier rassemble des éléments suffisamment solides pour avoir une chance sérieuse d'obtenir une condamnation en cour d'assises. Et M. Benin n'a aucun doute à ce sujet. Pour lui, Landru sera condamné à mort.